Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Toucan, présentent Les cendres de Berlin de Luc McCallin, interprété par Julien Campagny. Première partie, Au bonheur des morts. Berlin, début 1947, lundi. Reinhard en était venu à préférer la nuit. La nuit, tout semblait plus propre, plus net. La nuit, sa ville pouvait parfois ressembler à autre chose qu'à une cité en ruine. La nuit, il ne voyait pas la poussière qui saupoudrait ses vêtements et ses chaussures, les entrailles de sa ville mises à nu et exposées aux yeux de tous. C'était la lumière du jour que Berlin apparaissait défigurée et calcinée, que ses habitants émergeaient pour courir après leur ombre, venant d'on ne savait où pour se rendre on ne savait où, se frayant un chemin au milieu des monticules de décombres racornis qui s'amoncelaient en quinconces sur les bords des routes, lesquels semblaient serpenter au travers des ruines comme le lit d'une rivière à sec. Il était très tôt ce lundi matin quand l'alerte fut donnée. Un corps retrouvé dans la cage d'escalier d'un immeuble d'habitation du secteur américain de Berlin, dans l'arrondissement de Neukölln. C'était l'heure la pire, au dire de tous. L'heure dont personne ne voulait. L'heure où les hommes mariés dormaient dans les bras de leurs femmes, les célibataires dans ceux de leurs petits amis, et où les ivrognes eux-mêmes se trouvaient un coin pour somnoler. C'était l'heure à laquelle travaillait ce que le chef avait inscrit sur sa liste noire. C'était l'heure qui échoyait aux stagiaires, ceux encore trop jeunes dans le poste pour se ménager un horaire plus commode, ou ceux trop âgés qui n'avaient aucun endroit où aller. Reinhard savait qu'il entrait plutôt dans la seconde catégorie. Mais quel que fût l'avis des autres sur le travail matinal, lui préférait travailler tôt. Il pouvait profiter du calme et avoir la salle de la brigade presque pour lui seul, ou sortir arpenter les rues et les avenues plongées dans l'obscurité et se faufiler parmi les éboulis de briques et de gravats pour découvrir la nouvelle architecture des façades de Berlin façonnées par la guerre. Sa ville et lui étaient devenus des étrangers l'un pour l'autre. Il en était conscient. Ils avaient pris des chemins différents, et ces heures nocturnes, ces heures mortes de la nuit durant lesquelles il lui arrivait de chercher la lune au milieu des silhouettes déchiquetées des bâtiments, de l'apercevoir au travers des fissures qui déchiraient les édifices, de contempler ces jeux d'ombre et de lumière à des endroits où elle n'aurait jamais dû briller, lui étaient nécessaires pour la redécouvrir, pour la découvrir telle qu'elle était à présent. Ses préoccupations, cependant, n'avaient pas leur place dans son esprit alors que l'ambulance descendait la rue, précédée de l'éclat terne de ses phares. La chaussée déblayée en son milieu était criblée de trous d'obus, parsemée de débris et bordée des contours menaçants des ruines. Il aperçut le bâtiment un peu plus haut. Les faisceaux intermittents de lampes torches, ronds comme des jaunes d'œufs, oscillaient dans le hall d'entrée et projetaient les ombres mouvantes sur les murs et jusque dans la rue. Il descendit de l'ambulance avec raideur et alluma sa propre lampe avant de s'engager dans le passage ménager entre les décombres. Il s'arrêta et balaya l'entrée d'un immeuble en ruine du faisceau de sa lampe de l'autre côté de la rue. Tapis dans l'ombre, des enfants observaient la scène de leurs yeux brillants. Ils disparurent quand la lumière s'attarda trop longtemps sur eux. Un agent vêtu d'un uniforme archaïque et coiffé d'un shako gris orné d'une plaque en laiton regarda Reinhard ranger sa lampe et taper du pied le sol du vestibule pour épousseter ses chaussures. « On allait envoyer chercher les gars de la MP, mais on dirait que les requins se sont pointés d'eux-mêmes, » lança le jeune agent avec sarcasme. « De quel poste de police dépendez-vous ?»« Reuterstrasse. »
répondit le policier dans une grimace suspicieuse. Je veux parler au responsable, dit Reinhardt en soutenant le regard de l'agent alors qu'il ôtait sa casquette. Le visage du jeune homme s'assombrit, mais il passait la tête à l'intérieur. Sergent! Sergent! Un deuxième agent s'extirpa de la foule qui se massait dans le hall d'entrée. Reinhardt crut le reconnaître. La cinquantaine, grand et dégingandé, affublé de favoris à l'ancienne. Mais si c'était bien lui, il avait perdu en masse. « La cavalerie est là, sergent », dit le jeune agent. Reinhardt l'ignora alors que le sergent jetait à son jeune collègue un regard plein de reproches. « Bonjour, monsieur », dit l'homme. « Ce que l'agent Dischle voulait dire, monsieur, c'est qu'on allait appeler les Amerlocs. Pardon, la police militaire américaine. On ne savait pas encore si quelqu'un de la Kripo allait venir. Il se trouve que certains inspecteurs sont déjà debout, fit savoir Reinhardt dans un sourire avec une voix douce. Inspecteur Reinhardt, de la Kripo, division de Schönberg. Bien, monsieur. Ne le prenez pas mal si on est surpris de vous voir, monsieur. Comment se fait-il ? En général, il ne se déplace pas pour les accidents ou les affaires faciles à résoudre, répondit Dischle. Encore moins à cette heure. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit de l'une de ces deux situations ? Mais il était sous et il est tombé dans l'escalier, grogna Dischle. Faut pas chercher plus loin. Montrez-moi ce que vous avez trouvé. Sergent Frunze, c'est ça ? Reinhardt venait de se souvenir du nom de l'homme comme s'il lui était subitement revenu sur le bout de la langue. Quelque chose dans son apparence, ses favoris à l'ancienne, son accent, lui remémora un escadron de policiers en difficulté tentant de repousser une horde bouillonnante de nazis et de communistes, et Frunze qui s'éloignait avec du sang sur les joues et un voyou en chemise marron sous le bras, son visage virant au cramoisi au creux du bras du policier qui lui énumérait calmement ses droits. « C'est cela, monsieur, Frunze. Ravi de voir que vous vous rappelez, monsieur, » dit-il sans prêter attention à son jeune collègue qui roulait des yeux. « Par ici, monsieur. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans l'un des postes de Tiergarten. Le temps a passé, monsieur. Ces temps-ci, on va où on nous dit d'aller, » répondit Frunze en décochant un bref coup d'œil à Reinhardt. Reinhardt n'aurait su dire ce que ce regard signifiait, mais un officier aussi expérimenté que Frunze, en particulier à son âge, n'aurait pas dû être de garde en pleine nuit dans un endroit comme Neukölln. Ce quartier avait toujours été difficile. Des gauchistes, des ouvriers, qui ne tenaient pas les flics en odeur de sainteté. Les choses n'avaient pas dû beaucoup changer, se dit-il en s'avançant au milieu du petit attroupement, suivant Frunze jusqu'au bas des marches, où gisait le corps d'un homme étendu sur le dos. L'entrée était éclairée par un mélange ondoyant de lampes torches, de bougies et de lanternes tenues par les policiers et les civils, hommes, femmes et enfants, regroupés sur le bord de l'escalier. Dans ce jeu d'ombres confus, Reinhardt distingua le visage du mort, à la faveur d'une lueur parcimonieuse. Le nez et la bouche étaient tuméfiés et contusionnés. Un magma de sang qui s'épanouissait vers son menton et sa mâchoire, imbibant ses vêtements du côté de son épaule gauche. Il portait des égratignures et des plaies sur la figure, le crâne et les mains, et la peau de ses articulations était à vif. Les yeux de Reinhardt se portèrent à nouveau sur les blessures autour du nez et de la bouche, bordées de marbrures noires et bleues, indiquant qu'elles avaient été infligées quelque temps avant la mort. S'il se les était faites en tombant dans l'escalier, il avait dû rester étendu là un bon moment avant de mourir. Or, il n'y avait aucune mare de sang pour ce qu'il en voyait. « Le médecin légiste est arrivé ? » ?»« Non, monsieur. »« Ce devrait être Berthold. Je l'ai appelé avant de partir. »« Des papiers d'identité sur le corps ? » ?»« Aucun, monsieur. »« Des clés ? De l'argent ? » ?»« Rien, monsieur. » Reinhardt enfila une fine paire de vieux gants de cuir et tendit la main vers la nuque du mort pour la soulever avec précaution. La tête ne suivit pas le mouvement et oscilla de droite à gauche. « La nuque brisée, monsieur ?
demanda Frunze. Il semblerait. A-t-on trouvé une bouteille? Non, monsieur, soupira Frunze. Mais notre homme sent l'alcool. Je crois qu'il en a renversé un peu sur ses vêtements. Mais, dis-le à beau dire, je pense que ce n'est pas une affaire aussi évidente qu'elle en a l'air. Non, probablement pas. Qui l'a trouvé, sergent? Reinhardt se déplaça délicatement et palpa les bras de l'homme, qui se soulevèrent lourdement. Le concierge de l'immeuble, du moins ce qui en tient lieu actuellement, monsieur. C'est lui. Frunze lui indiqua un vieil homme à la robe de chambre élimée. Une couronne de cheveux argentés et emmêlés lui encerclait le crâne d'une oreille à l'autre, et une écharpe était serrée autour de son cou. « Il s'appelle Horst », indiqua le sergent. « Monsieur Horst », l'aborda Reinhardt, qui sentit une douleur traverser son genou gauche alors qu'il s'agenouillait. « Dites-moi ce que vous avez vu et entendu. » Tout en parlant, il palpa les vêtements du mort, avec une précaution redoublée lorsqu'il approcha ses doigts du col de son pardessus. Certains hommes, en particulier les trafiquants et les criminels, étaient connus pour coudre des lames de rasoir sous leurs revers, mais il ne trouva rien. Reinhardt passa la main sur l'étoffe du manteau, sur sa chemise, sur la cravate aux nœuds lâches qui pendait sous son menton. « Oui, monsieur, voilà, il devait être à peu près 2 heures du matin quand j'ai entendu un homme appeler à l'aide, puis un horrible bruit sourd. Il y a eu un autre cri, quand le pauvre homme a chuté sur le sol, je présume, et puis plus rien. Je suis sorti de ma chambre, juste là, expliqua-t-il en montrant une porte entr'ouverte près de l'entrée. Et je l'ai trouvé. Reinhardt éclaira l'escalier de sa lampe, dont la lumière lui renvoya le miroitement d'une substance humide à mi-hauteur. Vous l'aviez déjà vu auparavant? Horst secoua négativement la tête. Vous êtes sûr? Ce n'était pas un locataire? Ou une personne déplacée que la municipalité avait installée ici dernièrement? Horst répondit non de la tête à chacune des questions. Ce n'est pas un déplacé, monsieur, assura Frunze, qui, devant l'invitation de Reinhardt à poursuivre, pointa du doigt le manteau et les chaussures du mort. C'est de la qualité. On ne trouve pas ce genre d'article à Berlin de nos jours. Si c'est un déplacé, il est bien loti. Merci, sergent, dit Reinhardt, guettant Dischle qui suivait leur discussion du coin de l'œil. L'homme n'était pas une personne déplacée. Reinhardt en était sûr. Ses vêtements étaient de trop bonne facture, ses ongles trop soignés. Quant à ses cheveux, il les avait fait couper récemment et avec soin. Il était bien nourri, comme en témoignait le poids de ses membres et la texture de sa peau. « Ces gens-là, dit-il à Horst, les occupants de l'immeuble? Oui, monsieur. L'un d'eux a-t-il remarqué quelque chose? La question s'adressait à Horst et Frunze. Rien, monsieur, répondit le sergent. Un ou deux disent avoir été réveillés par le bruit de la chute, mais il y en a une qui prétend qu'elle aurait déjà vu l'homme par le passé. Faites-la venir, je vous prie. Tous les occupants de l'immeuble sont-ils ici, Horst? Pas tous, monsieur. Certains travaillent de nuit, et il y en a un qui est en voyage. Frunze revint en compagnie d'une femme qui tenait un bébé dans les bras, 2 autres enfants dans son sillage. « Madame, » commença Reinhardt, « vous avez dit à la police que vous auriez déjà vu cet homme? » Je crois, oui. 1 ou 2 fois. La dernière, c'était il y a peut-être 2 jours, et à chaque fois, c'était dans l'escalier. Vous êtes-vous parlé? Seulement pour nous dire bonjour, rien de plus. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Comme quoi? N'importe quoi. Était-il pressé? Semblait-il inquiet? Non, rien. On n'a fait que se croiser. Merci, madame. Vous pourrez tous retourner vous coucher très bientôt, dit Reinhardt avec un sourire pour le petit garçon aux cheveux ébouriffés. Avez-vous été inspecter l'étage, sergent? Pas vraiment, monsieur. Nous ne voulions rien déranger avant l'arrivée des inspecteurs. Très bien. Allons jeter un œil maintenant. Horst, venez avec moi, s'il vous plaît. Dischle, veuillez demander aux ambulanciers d'attendre Berthold avant de déplacer le corps. Et, Dischle, j'ai vu des enfants dehors, sans doute des sans-abri qui vivent en face. Voyez si vous arrivez à en convaincre un ou deux de nous parler. Et, Dischle, insista-t-il alors que le visage du jeune agent s'assombrissait de nouveau.
Pas de violence. Contentez-vous de leur poser la question. » Reinhardt s'engagea dans l'escalier, balayant chaque marche du faisceau de sa lampe. Il dépassa les premières traces de sang qu'il avait vues depuis le rez-de-chaussée vers le milieu de l'escalier. Sur le palier intermédiaire, à l'endroit où l'escalier tournait légèrement avant de continuer à monter, il trouva d'autres éclaboussures sur le sol et une traînée sur la rampe, comme si un homme s'était tenu là, reprenant son souffle, appelant peut-être à l'aide, se débattant avec la douleur. Il grimpa encore, la poussière et les petits morceaux de plâtre dispersés sur les marches craquant sous ses semelles, et découvrit d'autres traces, d'autres traînées sur le bois du garde-corps. Le palier du premier étage desservait 2 portes, et Horst lui confirma que les occupants de ces appartements, la femme aux 3 enfants à qui Reinhardt avait parlé et un couple de personnes âgées, étaient en bas. Avec l'impression d'être Hansel suivant ses cailloux blancs, Reinhardt poursuivit son ascension vers le 2e étage. L'odeur du bâtiment se fit plus forte autour de lui. Un fumet de gens entassés les uns sur les autres, de linge humide et de mauvaise cuisine. Sur le palier du 2e, Horst l'informa que les locataires, un veuf et une autre famille, se trouvaient eux aussi au rez-de-chaussée. « Les femmes vivent toutes aux 2 premiers étages. Pour ce qui est du 3e, là, l'immeuble est dans un sale état. Il n'a pas été complètement réparé, vous allez voir. » Au 3e étage, l'immeuble présentait un jour différent, avec ses murs lézardés d'un réseau labyrinthique de fissures et d'anfractuosités. Aux dégâts subis venaient s'ajouter des contraintes résiduelles. Dans les coins des marches et des paliers s'accumulaient de petits tas de poussière et de débris repoussés sur les côtés. Un courant d'air tournoyait entre les murs en provenance du plafond. Un seul appartement était habité. Un homme parti en voyage. L'autre était condamné, les dégâts l'ayant rendu inhabitable, à en croire Horst. Il en allait de même pour les 2 appartements du dessus, affirma le petit concierge qui haletait derrière Reinhardt, sa robe de chambre levée pour l'éloigner de ses pantoufles. Plus l'état de l'immeuble se dégradait, plus les lieux semblaient empester et s'assombrir. L'ombre guettait leurs pas et donnait l'impression de battre silencieusement en retraite, s'écartant de Reinhardt avec prudence, comme si tout l'édifice ressentait le mal que les hommes lui avaient causé. Au 4e étage, Horst montra un appartement fermé à clé dont l'occupant, un monsieur Houtman, travaillait de nuit sur les chemins de fer. Il restait encore un étage, et Reinhardt fit une pause sur le palier, le regard posé sur la porte entr'ouverte qui oscillait dans le courant d'air. « Qui vit ici ?» Horst reprit son souffle, appuyé sur la rampe. « Monsieur Noyel, » parvint-il à articuler. « Il vit seul. »« Il n'est pas en bas ?» demanda Reinhardt. Il avait le souffle court et s'efforça de le cacher. La tête lui tournait après l'ascension de l'escalier. « Non, il sort quelquefois. Je me suis dit... » souffla Horst. « Je me suis dit que son absence en bas n'avait rien d'extraordinaire. » « Et le cadavre dans le hall d'entrée n'est pas celui de ce Noyel ?»« Non. » Reinhardt balaya le plancher de sa lampe. Il suivit son faisceau des yeux, se demandant si les traces au milieu des morceaux de plâtre et de briques indiquaient que quelqu'un était passé par là. « Bien. Voyons s'il connaissait votre monsieur Noyel. » Il brandit sa matraque de policier et la déploya sur toute sa longueur. Puis, de la boule de plomb fixée à son extrémité, il poussa la porte. Le premier reflet que lui renvoya la lumière fut celui d'une traînée de sang sur le mur, s'étendant vers le bas à hauteur d'homme. Il vit un interrupteur qu'il actionna. L'unique ampoule de la pièce s'alluma en clignotant. L'une des fenêtres était intacte, l'autre avait été calfeutrée avec des planches et des morceaux de carton empruntés à des paquets estampillés « Care », du ravitaillement envoyé par les États-Unis, à travers lequel le vent soufflait avec insistance. Il avisa un sofa et un fauteuil qui avaient connu des jours meilleurs. Sur une table arrangée à partir d'un cajot étaient posés une bouteille et un verre. Reinhardt traversa la pièce sur ses gardes. Il passa par un petit coin cuisine
guère plus qu'une alcôve équipée d'un évier et d'un réchaud, avant de pénétrer dans une chambre. Il y trouva un lit sur lequel étaient empilés des couvertures et des oreillers, repoussés contre le mur du fond auprès d'une armoire en bois de guingois dont l'un des miroirs était brisé. Un corps gisait sur le plancher. Bras et jambes en étoiles, le visage mollement tourné vers le plafond. « Oh, ça !» dit Horst en regardant par-dessus l'épaule de Reinhardt. « C'est Monsieur Noyel. » Reinhardt replia sa matraque et ordonna à Frunze d'aller alerter les MP, dans la mesure où 2 corps avaient été découverts dans leur secteur. Il lui demanda d'attendre Berthold au rez-de-chaussée et retourna dans la chambre. Horst patienta calmement dans le petit dégagement, imperturbable, ce dont Reinhardt ne s'étonna pas. S'il avait vécu à Berlin ces dernières années, le vieil homme avait dû voir son lot de morts et bien pire que cela. « Quelle est votre fonction exactement, monsieur Horst ?» s'enquit-il. Ce faisant, il déboutonna son manteau et s'agenouilla près du corps de Noyol pour chercher son pouls. « J'étais concierge avant, et puis l'immeuble dont je m'occupais a été détruit dans un bombardement. J'arrangeais la tuyauterie, je réparais l'installation électrique, je ramassais le courrier, un peu de ceci, un peu de cela. Du coup, ils m'ont installé en bas pour que je garde un œil sur cet immeuble. » Et ça remonte à quand ? La municipalité m'a installé ici en juin 45, juste après la guerre. Ce sont les Russes qui vous ont installé ici ? Bah, oui, mais je suis pas un indique. Pas comme les autres, là, ces gens du secteur russe, ces gardiens, ou je sais pas comment on les appelle, toujours à espionner les voisins et tout ça, à faire des rapports à la police. Loin de moi cette idée, monsieur Horst, répondit Reinhardt. N'allez pas le penser, hein. Vous devriez voir où je vis. Un vrai placard à balai. Si c'est ça la récompense pour être informateur, je crois pas que ça vaille vraiment la peine, dit Horst, radouci et boudeur. Le cadavre de Noyol était froid, mais pas tout à fait aussi glacé que pouvait l'être un homme mort depuis longtemps. Il avait été tué dans les dernières heures, de toute évidence. Il portait un pantalon, une chemise, un cardigan en laine et une paire de pantoufles usées. Alors qu'il basculait le corps sur le côté, Reinhardt trempa le genou dans une substance humide. Il fit glisser un de ses doigts sur le sol, y laissant un sillon ondulé, et crut reconnaître de l'eau sur son gant. Une flaque encerclait la tête et les épaules de Noyol. Il leva les yeux au plafond pour voir s'il n'y avait pas un trou ou une fuite provenant d'un tuyau, mais ne vit rien. Il tourna légèrement le corps et remarqua les marbrures de l'hypostase dans la nuque, qui n'étaient pas brisées. Il remit le corps en place et entreprit d'examiner ses membres. Noyol avait été un homme très mince, sans doute encore amaigri par les rations frugales avec lesquelles vivait une majorité de Berlinois ces temps-ci. Aucune fracture sur les bras ou les jambes, pas de blessure apparente, pas de sang. La seule anomalie que détecta Reinhardt fut une ecchymose tachetée autour de la bouche et du nez du cadavre. Il l'examina et inclina sa tête sur le côté. Sur une impulsion, prenant garde à ne pas toucher sa peau, il abaissa sa main droite au-dessus de la bouche du mort, 4 doigts d'un côté du nez, le pouce de l'autre. Il s'immobilisa pensif et constata que les marques sur le visage de Noyol correspondaient à l'emplacement de sa main. La mâchoire s'était bloquée en position fermée au moment de la mort, et Reinhardt recula, préférant laisser cette partie au médecin légiste. Il ne voulait pas manipuler le corps plus que nécessaire. Il se remit debout et sentit un intolérable élancement transpercer son genou. Ce Noyol, que faisait-il ? Je ne crois pas qu'il faisait grand-chose, répondit Horst d'un air pincé, toujours piqué dans son orgueil. Du moins, à ce que j'en ai vu. Du courrier ? Quasiment rien. Depuis quand vivait-il ici ? Horst hésita. Environ 6 mois ? Oui, 6 mois. Reinhardt le dévisagea. Les concierges ou gérants d'immeubles, peu importait leur nom,
savaient toujours tout des allées et venues de leurs occupants. Horst s'empourpra sous son regard, serrant les mains dans les poches de sa robe de chambre. Faut dire qu'il n'était pas vraiment ici, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Il sous-louait à un autre monsieur. Ces deux-là étaient amis pendant la guerre ou quelque chose comme ça, et quand l'autre est parti, son nom. Le coupa Reinhardt. Oui, bien sûr. Ça commence par un K. Kessel. J'ai ça en bas, si vous voulez. Donc, quand ce monsieur est parti, il a demandé comme un service si on pouvait s'arranger pour que son vieux camarade s'installe ici, tout en gardant son nom sur le bail. Un service, répéta Reinhardt, en échange d'une petite contrepartie financière. Horst opina du chef. C'est dur de se trouver un logement. Vous devez le savoir, encore plus pour eux. Eux? Les anciens combattants. Noyol était un ancien combattant? Oui, armée de l'air, je crois. Un bruit à la porte annonça l'arrivée de Dischle, qui fit savoir à Reinhardt que Berthold était arrivé et qu'il était en train d'examiner le corps au rez-de-chaussée. L'agent avait un bleu sur le côté du visage et une trace de sang sur la ligne de la mâchoire. Reinhardt préféra ne rien dire, se contentant de le remercier. Il lui demanda d'informer Frunze qu'il pouvait raccompagner les habitants à leurs appartements, une famille après l'autre, à condition de se tenir à l'écart des preuves dans l'escalier. Horst fit le geste de partir, mais d'un signe de la main, Reinhardt l'intima de rester. Il ouvrit l'armoire, qui contenait quelques pantalons et chemises, ainsi que 2 vestes accrochées à des cintres, le tout passablement usé. Des chaussettes, des sous-vêtements, une paire de chaussures. Le seul vêtement notable était une vieille veste de l'armée de l'air. Elle ne portait aucune décoration, seulement 2 épaulettes de colonel glissées dans les poches. Il n'y avait rien d'autre dans la chambre, hormis le lit. Pas d'étagère, pas de table, pas de livre. La pièce était épurée, voire spartiate, et Reinhardt fut frappé tout à coup par la position presque rituelle du corps de Noyol, bras et jambes écartés au milieu du plancher. Donc, monsieur Horst, vous êtes ici depuis à peu près 2 ans. Vous connaissez bien les occupants? Plutôt bien. Noyol. Horst resta pensif un instant, ses lèvres remuant sur ses dents. C'était quelqu'un de discret, plutôt poli, mais je sais qu'une fois ou deux, il s'est disputé avec le voisin du dessous à cause du bruit ou quelque chose comme ça. Et un jour, je l'ai croisé dans l'escalier, il m'a à peine jeté un coup d'œil. Il a filé sans dire bonjour. La tête dans les nuages ou quelque chose comme ça, je dirais. Reinhardt passa devant Horst pour gagner la salle de séjour. Elle n'avait rien à voir avec la chambre. Tout d'abord, elle semblait avoir été habitée, ce qui, se dit-il, était naturel pour une salle de séjour. Mais il y avait autre chose. Un désordre ordonné, avec des livres et des journaux, des vêtements jetés sur le dossier d'une chaise en bois. Ses yeux se posèrent de nouveau sur la bouteille et le verre disposé sur la table. Une sorte de schnapps, à en croire l'odeur. Le verre était plein, et il prit note de ce détail incongru dans un appartement où au moins un homme avait été tué, sans que cela ne soit venu renverser le liquide. La tête dans les nuages, dites-vous. Plutôt saillant pour un pilote. Je suppose, oui, fit Horst dans un petit gloussement, en réponse au pauvre trait d'humour de Reinhardt. Des amis? Je n'en ai jamais vu. Du moins, jusqu'à l'autre jour. Il a reçu une lettre qui donnait l'impression de lui mettre le cœur en joie. Ça devait être il y a environ 1 semaine. Il y a 2 ou 3 jours, il a eu de la visite. Je ne sais pas qui c'était, mais ces deux-là se sont bien amusés ici jusqu'au début de soirée. Et puis ils sont partis ensemble, tirés à 4 épingles. Enfin, ils essayaient de paraître élégants, du moins. Quand était-ce? Samedi soir. Il est rentré dans un état pas possible dimanche matin. C'est la dernière fois que je l'ai vu, le pauvre homme. Des pas résonnèrent lourdement dans l'escalier, accompagnés d'éclats de voix en langue étrangère, et 2 hommes de la police militaire américaine pénétrèrent dans la pièce, suivis par une interprète d'âge moyen toute menue. Les 2 armoires à glace occupaient l'espace de toute leur masse, affichant une indifférence et un dédain apparent pour l'endroit où ils se trouvaient.
Reinhardt répondit à leurs questions en se les faisant traduire par l'interprète qui garda la tête baissée. Bien qu'il se rendît compte qu'il était capable de comprendre pratiquement tout ce qu'il disait, il ne montra pas qu'il comprenait l'anglais. Il souhaitait les voir déguerpir au plus vite et insista poliment auprès de la femme sur le fait que ces 2 morts n'avaient aucun lien manifeste avec les Alliés et qu'ils n'avaient aucune preuve de marché noir ou de fraternisation. Les policiers semblèrent plus qu'heureux de ces réponses, échangeant des messes basses à tour de rôle, des plaisanteries au sujet de ce qui se passait dans leur unité, de l'inutilité d'avoir à intervenir sur ce genre de scène et de leur impatience de voir la journée de travail se terminer. Reinhardt leur posa une seule question, soucieux de savoir s'ils avaient reconnu le cadavre en bas des marches, ce à quoi il se vit répondre par un grognement négatif de l'un des 2 hommes, traduit par l'interprète en un « non » poli et contrit. Après avoir photographié le corps de Noyeul, ils notèrent l'identité de Reinhardt, se déclarèrent satisfaits qu'il s'agisse d'une affaire dont les autorités allemandes pouvaient s'occuper, s'assurant néanmoins qu'on les informerait d'une éventuelle implication des Alliés, puis ils repartirent dans un tourbillon d'air, laissant dans leur sillage un vide impressionnant et une interprète lancée au petit trot. Reinhardt lâcha un soupir de soulagement, imité par Horst, qui s'était tenu plaqué contre le mur, presque étouffé par la présence écrasante des 2 policiers. Il quadrilla les 2 pièces du regard, soulagé que les Américains n'aient rien dérangé, et poursuivit sa fouille minutieuse de l'appartement. Il en revint à l'observation qu'il avait faite, cette impression que le séjour semblait avoir été habité, contrairement à la chambre. Les vêtements sur la chaise en bois attirèrent son regard. Il y avait une armoire dans la pièce d'à côté, alors que faisait-il là? Noyeul vivait seul? Vous en êtes sûr? Horst hocha la tête et bâilla à s'en décrocher la mâchoire. Très bien, monsieur Horst, merci de votre aide. Vous pouvez disposer, mais veuillez donner le nom du locataire de cet appartement au sergent en bas. Resté seul avec pour unique compagnie un faible murmure de voix provenant des étages inférieurs, Reinhardt s'appuya contre un mur. Son genou lui faisait souffrir le martyre. C'était de pire en pire. Les longues marches à travers Berlin, le froid et l'humidité, la malnutrition, tout cela rendait la douleur aussi terrible que 20 ans auparavant. Après avoir repris son souffle, il repoussa la porte. Elle se ferma silencieusement, le battant s'insérant parfaitement dans son cadre. Il tira la poignée, appuya dessus, la secoua, mais la porte resta fermée. Il la rouvrit, se pencha sur le verrou, passa ses doigts sur l'encadrure à l'intérieur et à l'extérieur. Une clé était glissée dans la serrure. Le pêne était tiré en position ouverte. Il ne trouva ni dommage, ni signe d'effraction. La voix si caractéristique de Berthold, semblable au mugissement d'un taureau, monta à ses oreilles. Il était en train de réprimander quelqu'un. Un sourire étira brièvement les lèvres de Reinhardt. Il ne trouva pas la moindre trace de lutte dans l'appartement. Le cadavre de Noyeul ne présentait pas de blessure défensive apparente, pas plus que celui de l'homme au bas des marches, ce qu'il devrait tout de même confirmer avec Berthold. Rien dans la pièce ne donnait l'impression d'avoir été dérangé ou déplacé. Aucun objet cassé ou retourné. C'était un endroit relativement petit. Si 2 hommes avaient été agressés ici, cela aurait dû laisser des traces, à moins qu'ils aient été pris par surprise et avec une rapidité fulgurante, se dit Reinhardt en se rendant à la cuisine. Le vaisselier était vide, ou c'était tout comme. Quelques assiettes dépareillées, des tasses, des verres, des couverts, une poêle à frire cabossée et une casserole militaire encore plus cabossée. Tout cela avait dû être récupéré dans les ruines d'un immeuble ou dans un refuge municipal. Il y avait aussi un sachet de café à moitié vide, une bouteille d'huile au reflet gras, une boîte en carton Kerr, ainsi que 2 bouteilles d'un schnapps qui semblait fait maison. C'était tout ce que contenait la cuisine. Elle était propre, au demeurant. 2 assiettes et un verre étaient en train de sécher à côté de l'évier. Un torchon était pendu au robinet.
En dehors de l'évier qui était perlé de gouttes d'eau, les surfaces étaient sèches. Reinhardt avisa une poubelle sous le plan de travail. Il la sortit et y trouva les inévitables pelures de pommes de terre, base de l'alimentation des Allemands qui avaient la chance de pouvoir s'acheter des légumes. En dessous, il découvrit le journal du vendredi. Il dégaina sa matraque et souleva le papier pour y jeter un œil, au cas où Noyel y aurait inscrit quelque chose, peut-être dans la rubrique « Offre d'emploi ». Cela dit, pensa-t-il en plongeant sa matraque plus profondément dans les ordures, tout ce qu'on trouve dans les journaux ces temps-ci, ce sont soit des offres d'emploi, soit des notices nécrologiques. À moins d'être lecteur d'une de ces publications alliées pleines d'histoires optimistes sur les avantages des politiques d'occupation ou de billets sur les nazis et leurs méfaits. Sa fouille des ordures fit ressortir plusieurs fines feuilles de papier couvertes de textes dactylographiés annotés à la main dans la marge. Les feuilles étaient tachées après leur séjour dans la poubelle, mais la majeure partie du texte avait été épargnée, permettant à Reinhardt de le parcourir. Il se redressa, le genou aussitôt traversé d'une terrible douleur. « Reinhardt, vous êtes là ?»« Par ici, » répondit Reinhardt. Le palourd de Berthold et le grondement caverneux de ses murmures lui revinrent en écho. « Reinhardt, bon sang, c'est vous qui avez laissé ces satanés requins polluer ma scène de crime ? Cet avorton d'agent en bas dit que vous les avez laissés fourrer leur nez partout. Dites-moi que ce n'est pas vrai. » « J'ai fait mon possible pour garder les lieux intacts pour vous, Berthold. Heureux de vous revoir enfin. » Berthold était tout en courbe. Un homme rond et trapu, aux cheveux fins collés par la sueur à son crâne en forme d'ogive. « Dieu merci, Reinhardt. Si seulement vos camarades dans ce qui tient lieu de police de nos jours étaient aussi diligents que vous, mon brave. » La flatterie, Berthold, ne réussira qu'à vous tirer de votre lit à 3 heures du matin. Vous avez vu celui du rez-de-chaussée ? La nuque brisée, c'est une certitude. Mais il a été salement passé à tabac avant ça. Des coups à la bouche et au nez, un à la gorge, un très violent porté au sternum. Nous allons l'envoyer au professeur pour autopsie complète, mais si vous voulez mon avis, sa chute dans l'escalier a été le cadet de ses soucis à ce pauvre diable. C'est son sang sur le mur ? Probablement, mais à vous de me le dire. Berthold pivota sur lui-même de toute sa masse. Malgré son arrogance, c'était l'un des techniciens médico-légaux les plus compétents qui soit, un vestige d'avant les nazis sorti d'une retraite anticipée pour mettre ses indispensables connaissances techniques au service de la police de Berlin. 12 ans de nazisme et 6 années de guerre avaient fait régresser l'une des forces de police les plus modernes du monde à un niveau que Reinhardt avait pu observer dans les Balkans. Des hommes tels que Berthold disposaient d'un savoir-faire unique, mais devaient à présent composer avec les moyens du bord. Il regarda le dos de l'expert s'arrondir comme un ballon alors qu'il se penchait sur la trace de sang sur le mur. Il en préleva un échantillon pour analyse avant de se redresser, cherchant Reinhardt de sa tête en forme d'ogive avec à la main un gros appareil photo, véritable antiquité d'avant-guerre. Reinhardt se recula pour le laisser prendre une série rapide de clichés de la salle de séjour, puis s'écarta de son chemin quand Berthold vint photographier la cuisine et la chambre. « Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, ici ?» demanda-t-il en rangeant son appareil quand il eut terminé. « En premier lieu, pas d'effraction pour ce que j'en ai vu, » répondit Reinhardt. « Aucun signe de lutte dans la pièce, la bouteille et le verre là, peut-être des empreintes. Vérifiez aussi sur la poignée de la porte, s'il vous plaît. La cuisine est propre, j'ai trouvé des papiers dans la poubelle. Je n'y ai pas touché, » précisa-t-il en montrant sa matraque, alors que Berthold ouvrait sa grande bouche pour protester. « Je vais commencer par la chambre, » dit ce dernier en portant ses affaires avec lui. Attiré par les papiers, Reinhardt retourna à la cuisine. Les feuilles étaient de mauvaise qualité, l'encre avait bavé et perdu en couleur et il eut du mal à lire. La première page semblait être la déclaration de grief d'un groupe dont il ne put déterminer la nature. Témoignage de leur situation intenable qui faisait référence à la perte de tous leurs biens,
de leur fierté et de leurs avantages. Ce dernier mot était souligné de 2 traits. La deuxième était une sorte de manifeste ou d'appel à l'action. Un en-tête figurait sur la feuille en lettres capitales. Association Ritterfeld. Celle-ci était la plus abîmée des 2. Elle était chiffonnée, tachée, et Reinhardt remarqua, en y regardant de plus près, que quelqu'un avait renversé de l'alcool dessus. Il plongea de nouveau sa matraque dans la boîte à ordures à la recherche d'autres feuillets, mais ne trouva rien. « Berthold, je vais commencer l'inspection du séjour. J'ai des gants, » dit-il, coupant court aux inévitables protestations du technicien. Il entendit un grondement tectonique mourir dans la gorge de Berthold, qui grommela dans sa barbe. Une nouvelle fois, Reinhardt ne put s'empêcher de sourire. Il se mit à passer en revue les piles de livres et de documents de l'appartement. Les journaux étaient anciens, pour la plupart. Ils étaient empilés près d'un poêle en fonte, sans doute pour servir à l'allumer ou à l'alimenter. Les livres étaient anciens, eux aussi, et formaient une collection éclectique. Des romans d'avant-guerre, quelques ouvrages d'histoire, 2 ou 3 traités de philosophie, des guides de voyage, des contes pour enfants et un album photo. Plissant les yeux, Reinhardt l'ouvrit et découvrit des photographies sur certaines desquelles il reconnut Neuel. L'homme qu'il avait été pendant la guerre était bien différent de celui qui gisait sur le plancher de la chambre. Plus costaud, en meilleure forme. L'album contenait des clichés de Neuel dans ce qui semblait être des bars de Paris, devant divers avions, Neuel posant avec le sourire, une main ou un coude appuyé possessivement sur une aile ou le rebord d'un cockpit, Neuel bras dessous avec d'autres pilotes. Reinhardt reposa l'album et poursuivit sa fouille de la pièce. Il regarda sous les chaises et passa un bras dans le dos du sofa, au bas duquel il mit la main sur un morceau de papier roulé en boule et repoussé le long du mur, comme si on l'y avait envoyé d'un coup de pied. Il le ramassa et le déplia. Il s'agissait d'une autre photographie montrant Neuel, le regard levé vers le photographe, habillé cette fois d'une tenue de cérémonie. Il était accompagné d'un autre homme, et tous les 2 étaient penchés sur quelque chose que Reinhardt n'arriva pas à distinguer. Un objet placé dans une sorte de cuve remplie d'eau, enveloppé dans ce qui ressemblait à un morceau de tissu auquel étaient raccordés des câbles et des tubes. Il plaça la photo auprès de l'album, bien qu'il eût la certitude qu'elle ne provenait pas de là, et continua ses recherches, se concentrant à présent sur le principal élément manquant. Il n'avait trouvé aucune pièce d'identité, ce qui était très étrange. Il fit les poches des vêtements, en vain. Il se rendit dans la chambre et fouilla les habits pendus au cintre, là encore sans succès. Neuel avait été un ancien combattant. Il devait donc avoir des papiers en sa possession, au moins un faire-passe, le document que chaque soldat se voyait remettre au moment de sa démobilisation. En outre, il avait pris des repas ici, ce qui signifiait qu'il avait dû recevoir des rations. Et si rations il y avait eu, il lui avait fallu une pièce d'identité pour les obtenir. Pourtant, il n'y avait rien dans l'appartement. Du moins, rien que Reinhardt put trouver. Il se planta finalement sur le pas de la porte, frottant sa casquette sur sa cuisse avec un dernier regard autour de lui. La porte qui n'avait pas été forcée, la salle de séjour qui n'était pas en désordre, l'aménagement dépouillé de la chambre. Qu'était-il arrivé à l'occupant des lieux et quel était le lien avec l'autre cadavre en bas des marches ? « Berthold, j'ai terminé », annonça Reinhardt. Les ambulanciers attendaient avec impatience sur le palier. Occupé à passer une brosse sur des surfaces, Berthold lui répondit d'un grognement. « Peut-on faire en sorte que le professeur examine ces corps ?»« Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. » »« Dans ce cas, dites aux ambulanciers de les emporter quand vous serez prêts. Quand pourrez-vous me remettre votre rapport ? » ?»« Dans la journée, si vous me fichez la paix. » »« Marché conclu. Vous trouverez un album photo et des feuilles de papier dans la cuisine. Prenez-en soin, je vous prie. »« Entendu. » grogna Berthold, ses yeux rendus disproportionnés derrière le verre de la bouteille sur laquelle il relevait des empreintes.
Et si vous trouvez des papiers d'identité, faites-le moi savoir, je n'ai rien trouvé. D'accord. Et je crois que Gestapo Müller se cache derrière le sofa. Très drôle, Reinhardt. Je voulais m'assurer que vous écoutiez, répliqua Reinhardt, badin. Il fit halte sur le palier et regarda en haut. Le 5e étage était inhabitable, avait dit Horst, mais il alla tout de même jeter un œil. Le concierge n'avait pas menti. Le dernier étage était en ruine. Le toit s'affaissait et la charpente avait été renforcée. Les 2 appartements étaient des coquilles vides parsemées d'empreintes et de déjections animales où flottait une odeur d'humidité couverte par la puanteur d'ammoniac de l'urine. Frunze attendait au rez-de-chaussée avec le rapport de l'enquête de voisinage. Tous les occupants de l'immeuble y avaient été listés et comptabilisés. En dehors de la veuve, aucun d'eux n'avait jamais vu le mort de l'entrée. Tous confirmaient la description qu'Horst avait faite de Neueul, à savoir un homme discret et courtois. 2 locataires, néanmoins, avaient rapporté que leur voisin pouvait se montrer étonnamment bourru et distant de temps à autre, et qu'il était arrivé qu'il les croise dans la cage d'escalier sans leur adresser la parole. Personne, semblait-il, n'était jamais monté à l'appartement de Neueul, et lui-même n'avait jamais rendu visite à aucun de ses voisins. La famille du 2e étage avait également mentionné qu'il s'était quelque peu déridé au cours des dernières semaines sans qu'il sache pourquoi. « C'est plutôt léger, sergent », fit Reinhardt d'un air songeur. Il sortit un paquet de Lucky Strike de sa poche et en offrit une à Frunze qu'il accepta en souriant. Reinhardt craqua une allumette et alluma alors 2 cigarettes avant de pincer la tête enflammée entre ses doigts et de replacer le petit bâton dans la boîte. Monsieur Neueul, discret et courtois, bien qu'il lui arrive d'être impoli, ancien de l'armée de l'air, très cultivé. En résumé, un homme des plus mystérieux. Et il fait pâle figure à côté de Monsieur X qui a fini en bas de l'escalier. En effet, monsieur, murmura Frunze qui tira longuement sur sa Lucky avant de l'éteindre, gardant la fin pour plus tard. Tenez, j'ai ça pour vous, dit-il en tendant à Reinhardt un morceau de papier sur lequel était écrit un nom, Monsieur Kessel, l'homme à qui Neueul se louait. Monsieur Horst m'a dit de vous le donner. Merci, sergent. Ce monsieur Outman qui vit en dessous de Neueul. Horst a signalé qu'il avait eu quelques démêlés avec Neueul par le passé. Il serait peut-être utile de lui parler. Je laisse un message à Horst, monsieur? Oui. Il y a des enfants qui vivent sur le trottoir d'en face, dans cette ruine, déclara Reinhardt, ce que Frunze confirma d'un hochement de tête. Je vais aller voir si je peux leur parler. Ils auront peut-être vu quelque chose. Dischle a déjà essayé, monsieur. Oui, j'ai vu. Où est-il? Dischle était dehors, sur le perron de l'immeuble. Il se redressa en voyant Reinhardt sortir. Alors, comment cela s'est-il passé? S'enquit ce dernier, sa cigarette pointée vers le visage de Dischle. Ces petits salopards m'ont lancé des pierres. Pour leur avoir parlé? J'ai cru pouvoir en attraper un. Et voilà qui est malin. Je me suis dit que ce serait mieux. Je vous ai demandé de leur parler. Rien de plus, soupira Reinhardt. Il écrasa sa cigarette sur le mur et laissa le mégot sur les restes de la balustrade à l'entrée de l'immeuble, où il savait que quelqu'un le trouverait et le récupérerait. Puis, il alluma sa lampe torche et traversa la rue. Aucun passage n'ayant été ménagé, il dut se faufiler avec précaution au milieu des tas de gravats. Le bâtiment qui lui faisait face était un damier de trous et de fissures, plaie noire et profonde pareille à des gueules béantes semblant vouloir aspirer la nuit. Arrivé à la déchirure qui tenait lieu d'entrée, Reinhardt s'arrêta et secoua son paquet de cigarettes pour en faire tomber quelques-unes au creux de sa main. Il les déposa soigneusement sur une pierre à la surface plate avant de se reculer à bonne distance. Sa lampe braquée sur les cigarettes, il se tapit derrière les décombres. « Je veux simplement vous parler », appela-t-il sur un ton calme. « Parlez, c'est tout. » Il n'y eut pas de réponse, pas de bruit, mais il se sentit observé. Il laissa passer un instant avant d'appeler à nouveau. « Les cigarettes sont pour vous. Elles sont bonnes. Ce sont des Lucky, des vrais de vrais. » Il patienta encore un peu. Bien que leur nombre fût en baisse, des bandes d'enfants hantaient toujours une partie des ruines, en particulier les zones déclarées inhabitables ou impossibles à reconstruire.
Il y en a 3. Pensez à ce que vous pourrez obtenir en échange. » Un crissement de gravier, un chuintement à peine audible. Une ombre remua dans les ténèbres de l'entrée. « Tu veux quoi, le bœuf ?» Une voix de fille. « Parler, c'est tout. Avec les bœufs comme toi, c'est jamais tout. » « Avec moi, si. Vous essayez toujours de nous emmener. Je ne tenterai rien, ne t'inquiète pas. Éteins la lumière. » Reinhard se retrouva plongé dans le noir. Il eut une seconde d'appréhension en entendant les décombres prendre vie, des bruissements feutrés, le murmure de petits pas, une série de chuchotements. Ce n'étaient que des enfants et il gardait l'espoir que des efforts soient faits pour les aider, même si nombre d'entre eux ne voulaient rien avoir à faire avec des gens comme lui et avec ce nouveau monde, et franchement qui pouvait les blâmer. Mais ils pouvaient se montrer menaçants sur leur propre terrain, voire très dangereux s'ils se sentaient provoqués ou agressés. Il eut tout juste le temps de distinguer un mouvement dans la nuit, et l'instant d'après, ses cigarettes n'étaient plus là. « Vas-y, le bœuf, parle. Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? » « Rien, je souhaite simplement savoir à qui je m'adresse. Moi, c'est Grégor. » Un silence. « Et moi, Lina. » « Tu sais ce qui s'est passé en face, Lina? »« Oui. »« Tu as vu quelque chose, quelqu'un? Comme quoi? » ?»« Quelque chose ou quelqu'un d'étrange? » ?»« D'étrange? Des allées et venues, des gens que tu n'avais jamais vus auparavant, des gens qui se seraient disputés, qui se seraient battus. » Reinhard patienta et entendit des murmures d'enfants. « Des fois, il y a des Polacs qui viennent voir ce qui se passe. »« Des Polacs? Comment le sais-tu » demanda Reinhard à l'ombre. « Les Polacs, ils nous ont chassés de notre maison, à Breslau. » C'était une voix de jeune garçon. « Ils ont pris ma mère et ma sœur. Ils m'ont mis dans un train. Je comprends le polonais. » « Tu dis que des Polonais sont venus surveiller l'immeuble. » « Il y a longtemps qu'ils sont pas venus. Des semaines. Ils regardaient. Je les ai entendus causer. Ils cherchaient des soldats qui ont fait la guerre, des soldats qui leur en avaient fait baver. J'ai vu un autre homme que j'avais jamais vu avant. Une nouvelle voix, un autre garçon. Quand l'as-tu vu? Je sais pas, le bœuf. J'ai pas de montre, moi. Il devait être minuit, l'interrompit la fille. La lune, elle était juste au milieu de la rue. Ouais, le gars, il est sorti de l'immeuble, continua le garçon. Il était tout bien habillé avec son manteau, comme ceux-là des Popov, et il avait un chapeau, mais j'ai pas bien pu le voir. À quoi ressemblait cet homme? Est-ce qu'il était grand? Demanda Reinhard dans l'obscurité. Il n'était pas grand, mais il bougeait bizarrement. C'est à cause de ça que je l'ai remarqué. D'autres murmures suivirent, puis la voix revint, apparemment chagrinée par quelque chose. Il bougeait bizarrement, insista le garçon. Bizarrement, c'est-à-dire? Demanda Reinhard très calme. Comme si qu'il faisait partie de la nuit. Le seul truc bizarre ici, c'est ta cervelle, hein, se moqua un autre enfant. Une insulte fusa, et Reinhard entendit un piétinement de semelles furieux suivi de jurons. La voix de la fillette vint mettre fin à l'échange. Il y a un truc qui peut t'intéresser, le bœuf. À part les bons hommes qui bougent bizarrement. Depuis 2 jours, il y avait un bonhomme qui venait. La première fois, il a regardé l'immeuble d'ici, mais il nous a pas vus. 3 fois qu'il est venu, peut-être bien. On l'a vu rentrer et sortir. Il restait jamais longtemps. On l'a vu rentrer ce soir, mais pas ressortir. Merci. Et rien d'autre? Ça suffit pas? Lui rétorqua-t-on avec hargne. Reinhard se remit debout et posa une dernière question à ses interlocuteurs de l'ombre. La réponse lui fut renvoyée sur un ton brusque. Il revint sur ses pas, les débris crissant et roulant sous ses chaussures. Les ambulanciers avaient descendu Neuilly et étaient en train de charger son corps dans une ambulance à la carrosserie bosselée sur laquelle se reflétaient des éclats de lumière. Ils protestèrent lorsque Reinhard leur soumit sa requête, mais finirent par accepter. Ils posèrent la civière par terre, soulevèrent le 2e corps, puis ils restèrent là, brancard à la main, pendant que Reinhard éclairait le visage du mort, comptant lentement jusqu'à 10. Il patienta sur la chaussée jusqu'à ce qu'une voix surgée de l'ombre ne vienne rompre le silence.
C'est lui, dit la fillette, le bonhomme qui est déjà venu. Merci, Léna, répondit Reinhardt avant de tirer d'autres cigarettes de son paquet. Viens me trouver au poste de Schönberg si autre chose te revient. Dans Gotthardstrasse. Tu demandes l'inspecteur Reinhardt ou pour tout autre besoin. On n'a besoin de rien, le bœuf, murmura-t-elle dans la nuit. Reinhardt abandonna la cigarette sur une pierre et entra dans l'immeuble, sans se retourner sur les petits pas qui foulèrent les débris derrière lui. L'aube pointait au-dessus de Berlin. Les ruines des immeubles au profil tortueux se découpaient sur un ciel de plus en plus clair. Saisi de ce frisson d'inconfort qu'il ressentait à chaque fois qu'il voyait sa ville à la lumière du jour, Reinhardt regarda l'ambulance s'éloigner. Elle l'avait déposé au poste de police de Schönberg, dans Gotthardstrasse, avant de poursuivre sa route vers la morgue de Mitte, dans le secteur soviétique. Hérité de l'époque du wilhelmisme, l'édifice était tout en lignes rigides et rectangulaires. Reinhardt le voyait comme un monstrueux agglomérat de pierre, plus ou moins épargné par les dommages de la guerre grâce à ses formes obtuses. C'était, avec l'impressionnant tribunal correctionnel situé juste en face, le seul bâtiment à émerger du champ de ruines alentour. Certains étaient sans doute rassurés par leur présence immuable, comme en souvenir de temps plus paisibles, plus sûrs. Reinhardt, lui, les trouvait oppressants, vecteurs d'un sentiment trompeur de sécurité et de continuité. La relève matinale commençait à arriver au compte-gouttes, mais le calme régnait encore, suffisamment pour permettre à Reinhardt de s'atteler à la rédaction de son rapport 1 heure avant la réunion du matin. Tête baissée, il resta concentré sur ses documents tandis que les bureaux de la brigade se remplissaient jusqu'à ce que quelqu'un le bouscule, et ce fut seulement alors qu'il se rendit compte qu'il s'était complètement coupé du monde le temps de finir son travail. « Ah, pardon, je vous avais pas vu », fit l'homme qui lui était rentré dedans, baissant les yeux sur lui avec un étonnement fin. « Reinhardt! Hé, les gars, regardez qui c'est !» 3 inspecteurs, assez jeunes, se tenaient près de lui, debout ou assis. « Oh bah merde alors! C'est Reinhardt! Le capitaine! Capitaine Corbeau! Il est vivant !» Reinhardt ne connaissait pas vraiment ces hommes, et il ne l'intéressait pas outre mesure. Il s'agissait de nouvelles recrues, principalement, des hommes mis en place par les soviétiques dans les mois qui avaient suivi leur conquête de la ville quand ils n'en faisaient qu'à leur tête. À leur accent, aucun d'eux n'était de Berlin. Reinhardt ignorait où les soviétiques les avaient trouvés ou ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Ils avaient l'âge d'avoir été appelés vers la fin du conflit et donc l'âge d'avoir affronté l'armée rouge au combat. La plupart des Allemands qui étaient passés par là avaient été soit tués, soit capturés ou avaient réussi à s'échapper. Aux yeux de Reinhardt, de tels agents contribuaient très peu au vrai travail de police, sans compter que la moitié d'entre eux étaient analphabètes. Ils avaient été placés là par les soviétiques et étaient par conséquent considérés comme fiables et assimilés à des communistes, si ce n'était par leur conviction, du moins par leur mentalité. Ils étaient étrangement complémentaires des héritiers du nazisme, et même de la période avant le nazisme, des hommes issus de systèmes jusqu'alors antagonistes dont la réunion créait une atmosphère schizophrène. En plus de cela, à leur arrivée à Berlin en juillet 1945, les Alliés occidentaux n'avaient pas fait beaucoup d'efforts pour limiter l'influence implicite des Soviétiques dans la police de leur secteur. D'autres prétendaient même qu'ils n'avaient fait qu'aggraver la situation en laissant à leur poste les hommes placés par les Soviétiques, tout en positionnant leurs propres hommes. Si Reinhardt le savait, c'est parce qu'il était l'un d'eux. « Qu'est-ce que vous pouvez bien fiche ici, Reinhardt ?» demanda celui qui l'avait bousculé d'un air narquois. Il s'appelait Weber. C'était un jeune homme grand et décharné, tout en arêtes et en os. Sa peau était tendue sur le relief osseux de son visage, coiffé d'une touffe de cheveux blonds mal coupés, qui lui donnait l'air bien plus jeune qu'il n'était. « Je travaille », répondit posément Reinhardt en revenant à ses notes. « Pourquoi ? Que faites-vous ici, vous ?» Il y eut un concert de « oh » et de « ah ». Les comparses de Weber se donnèrent des coups de coude, se préparant pour une bonne tranche de rigolade. La mâchoire de Weber joua sous sa peau.
Travailler sur quoi? Une enquête pour meurtre. Une vraie enquête? Bon sang, les gars, qu'est-ce que je disais? Dit Weber, les yeux luisants. Reinhardt est le seul à avoir de la chance. Sûrement parce que les Américains sont de la partie, pas vrai, capitaine? Demanda un autre agent, le regard écarquillé par un intérêt de façade. Reinhardt se souvint qu'il s'appelait Schmidt. Pas encore, non, répondit-il. Dommage. Tous vos amis doivent être rentrés chez eux maintenant, non? Ils sont repartis de l'autre côté de l'océan, à New York ou Chicago, s'extasia un autre. Celui-ci s'appelait Frenau. Les deux hommes, Schmidt et Frenau, suivaient Weber comme son ombre. Il n'en reste jamais longtemps, hein? Remarquez, vous devez vous être fait de nouveaux amis. Comme vous dites, répliqua Reinhardt d'une voix égale tout en sentant son sang s'échauffer. Il avait de plus en plus de mal à supporter ce genre de brimade malgré ses efforts pour ne pas se laisser intimider. Écoutez-le, comme vous dites. C'est comme ça que vous parliez tous quand vous étiez des foutus officiers, à vous battre pour la bonne cause? Weber dévisageait Reinhardt, les dents serrées. Vous vous amusez bien, j'espère. Celui qui avait parlé était un nouveau venu. Un autre inspecteur qui se tenait debout derrière Reinhardt. L'homme était âgé et corpulent, même gros, si l'on pouvait ainsi qualifier un Berlinois dans le contexte actuel. Il portait une frange de cheveux fins ramenée sur le dôme luisant de son crâne et une impressionnante moustache prussienne fournie et relevée vers le haut entourait sa bouche. Gans était déjà un inspecteur de longue date dans les années 20, sous la République de Weimar, quand Reinhardt avait rejoint la police. Bien qu'il eût pris sa retraite en 1936, lors de la dernière grande réforme de la police par les nazis, il n'avait jamais donné l'impression d'avoir du mal à travailler avec eux. Toutefois, il n'avait pas participé à l'effort de guerre, ce qui devait jouer en sa faveur auprès des nouveaux maîtres de l'Allemagne. Au retour de Reinhardt à Berlin, Gans avait repris du service en qualité d'inspecteur-chef, commandant en second des inspecteurs de la division. « Tout va bien, Reinhardt ?» demanda-t-il. « Bien », répondit Reinhardt de façon lapidaire. Gans garda le silence, se contentant d'attendre qu'il daigne le regarder. « Je me suis dit qu'il se passait forcément quelque chose d'étrange pour vous trouver ici. » Avança Gans en faisant rouler d'un doigt la matraque de Reinhardt posée sur le bureau. « Puis j'ai entendu dire que vous aviez été appelé à l'extérieur. Où avez-vous trouvé ceci? Je pensais qu'on n'en trouvait plus nulle part. » Dans les ruines de l'Alex, en bas, dans l'armurerie, expliqua Reinhardt. Il se leva et gagna le fond de la salle où un employé des cuisines venait d'apporter du café. Il perçut des messes basses dans son dos tandis qu'il se servait. Il évita le lait en poudre. Quant au sucre, il n'y en avait pas, et de toute façon il n'aurait rien arrangé au goût du café. Il resta songeur un instant, se rappelant Sarajevo et le café qu'il buvait à Bascarcia, le soleil sur son visage alors qu'il observait le flux et le reflux de la ville, attendant l'heure où le muezzin lancerait l'appel à la prière depuis le minaret de la mosquée située à l'angle de la place. Gans le suivit et se servit une tasse. « Quelque chose ne va pas, Reinhardt ?» Je suis toujours étonné de savoir que vous avez repris du service, Gans. »« Oui ? Eh bien, un chien timide ne s'engraissera jamais, non ?» répliqua Gans, l'air impassible. L'espace d'une seconde, il lui rappela Becker, et Reinhardt se figea. Il se remémora le bruit que Becker avait fait en mourant dans cette cabane de la forêt, en Bosnie, ce rire qu'il avait ravalé, étranglant son dernier souffle. Il lui revint que Becker et Gans, à défaut d'être amis, avaient été proches avant la guerre. Gans avait souvent pris le jeune Becker sous son aile, le couvrant plus d'une fois. Pourquoi ce souvenir remontait-il soudain? Quelque chose ne va pas, Reinhardt? On dirait que vous avez vu un fantôme. Reinhardt le regarda sans le voir, puis son attention se recentra, et il avala sa salive. Avait-il parlé tout haut? Avait-il paniqué?
Ce souvenir était si net. Gantz le fixait de ses yeux perçants et Reinhardt savait que derrière leur éclat, il le jaugeait, l'examinait, cherchait une faille. « Alors, vous n'avez rien à dire ?»« Rien. » Quelqu'un poussa un croassement identique à celui d'un corbeau, et Reinhardt se retourna en entendant des éclats de rire derrière lui. Gantz l'imita, imperturbable, mais ses yeux brillaient au-dessus de ses pommettes. Si les inspecteurs postés près du bureau de Reinhardt avaient pris exemple sur lui, Gantz faisait de son mieux pour le dissimuler. « Comme vous voudrez, Reinhardt. Tannenberg va vouloir que vous le mettiez au courant lors de l'appel. Vous êtes prêt ? » ?»« Oui. » Reinhardt retourna à son bureau, conscient que le feu lui était monté aux joues. Son surnom d'avant, Grégor le Corbeau, avait refait surface, et il savait que c'était à l'un des anciens qu'il le devait. Il l'appelait Capitaine Corbeau, quelquefois, se moquant de son rang dans l'armée comme il était d'usage de railler tout ce qui avait trait aux forces armées. À ce qui se disait aujourd'hui, les officiers étaient une bande de criminels qui avaient, au choix, échoué à éliminer Hitler ou œuvré à la défaite allemande. Reinhardt n'adhérait à aucun de ces points de vue et ne souhaitait partager avec personne son expérience de la guerre. Mais confronté à cette hostilité et à ces moqueries permanentes, il en arrivait trop souvent, en son fort intérieur, à prendre le parti de ceux qui avaient effectivement eu des comportements qu'on pouvait considérer comme criminels. C'était une réaction de défense, il le savait. Le rôle de l'armée, et celui des officiers en particulier dans les horreurs de la guerre, ne faisait aucun doute pour lui. Un trop grand nombre de ses semblables pensaient qu'ils n'avaient rien fait de mal et auraient volontiers recommencé, de préférence avec les Britanniques ou les Américains à leur côté. Certains refusaient même tout simplement d'y penser. Ces hommes, il les fuyait aussitôt qu'il en rencontrait un, mais il ne pouvait en même temps s'empêcher de se mettre à leur place à son corps défendant quand il était en butte à l'hostilité de ses collègues. Un homme livré à lui-même ne pouvait s'empêcher de se replier sur lui-même, de chercher à se rassurer d'une façon ou d'une autre. Ainsi était fait l'être humain. Mais Reinhardt ne cessait de se dire qu'il y avait en lui quelque chose de faible pour penser ainsi. La porte de la salle de la brigade s'ouvrit et Tannenberger entra. « Rapport du matin !» lança Gantz en désignant la petite salle de réunion des inspecteurs. Reinhardt se leva et rassembla ses papiers. Il se faufila derrière le bureau avec l'intuition étrange que Weber allait tendre un pied sur son passage pour le faire trébucher. Il devina ce qui allait arriver et pointa donc le pied en avant pour faucher la cheville du jeune inspecteur de plein fouet. L'expression de Weber passa de la surprise simulée à une authentique grimace de douleur. « Est-ce que je peux être maladroit ?» murmura Reinhardt en passant devant lui. Reinhardt se glissa dans la petite pièce et s'appuya contre le mur du fond, prenant appui sur sa jambe droite. Au-dessus de la masse compacte des policiers en civil flottait un nuage de fumée de cigarettes. Il croisa des regards aux quatre coins de la pièce. La plupart des yeux se détournèrent de lui, indifférents, mais çà et là, ceux qu'il se rappelait avoir connus avant la guerre et qui le reconnurent, l'observèrent par-dessus les têtes et les épaules de leurs collègues. Dans l'éclat terne de leurs yeux passa le souvenir d'une autre époque, d'un autre endroit, et seul un ou deux lui adressèrent un signe de tête poli. Tannenberger était installé derrière le pupitre, une liasse de feuilles à la main. Il cligna des yeux avant de les baisser sur ses documents, se lançant sans entrain dans le récit monotone des événements de la veille et de la nuit. Démantèlement d'un réseau de marché noir, arrestation de prostituées, quelques ivrognes placés en cellule de dégrisement. Reinhardt n'écouta que d'une oreille, s'efforçant de ne pas solliciter sa jambe gauche. Ce qui l'intéressait, c'était ce qui ne figurait pas au rapport du matin. Aucune personne disparue, rien à signaler dans le secteur soviétique. Tannenberger avait le statut de conseiller aux forces de police. En apparence, c'était le chef des inspecteurs de la division de Schönberg, affecté à ce poste par les Alliés lors de l'importante réforme de la police d'octobre 1946.
Reinhardt avait le vague souvenir d'un petit bureaucrate d'avant-guerre au sein de l'administration de la police de Berlin, et il ignorait ce que Tanneberger avait fait pendant le conflit. L'homme avait dû être repêché quelque part, et son Fragebogen, le document de dénazification que tous les Allemands devaient remplir afin de postuler à un emploi administratif, avait dû recevoir l'agrément des Alliés et faire l'objet de chamailleries ultérieures au Conseil de contrôle allié où chacune des forces d'occupation plaçait ses pions sur l'échiquier. Gantz, qui se tenait aux côtés de Tanneberger, était le véritable chef de la brigade, et Reinhardt n'arrivait pas à le percer à jour. Tanneberger s'en remettait systématiquement à lui sur les questions opérationnelles et techniques. Le tandem fonctionnait plutôt bien. Reinhardt devait le reconnaître. Gantz ne contredisait jamais Tanneberger en public, et Tanneberger passait rarement outre les décisions de Gantz. À eux deux, ils formaient l'une de ces instances à deux têtes qui semblaient caractériser la police. Chacun était à sa manière un vestige de l'ère nazie, occupant à présent un poste de responsabilité supérieur à celui qu'il avait pu atteindre ou espérer atteindre avant l'occupation. Reinhardt avait quitté la police de Berlin avant la guerre pour échapper aux nazis. Il était ensuite revenu dans une police dominée par les communistes, où il avait néanmoins retrouvé bon nombre de visages connus, des hommes qui semblaient dotés d'une capacité que lui n'avait pas, la capacité de suivre le sens du vent, de s'accommoder des forces en présence et de les servir avec un même excès de zèle, ou avec le minimum requis pour s'en sortir, comme il l'avait fait et comme il risquait à nouveau de le faire. Son regard se porta sur Gantz. L'homme avait forcément des liens politiques ou une orientation commune avec les soviétiques ou les Américains, mais s'il s'agissait de ces derniers, Reinhardt n'en avait jamais eu la moindre preuve. D'un autre côté, ses propres liens avec les Américains étaient bien trop évidents. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Gantz riva son regard au sien. Au reflet narquois qu'il y discerna, Reinhardt comprit aussitôt qu'il y avait un problème. « Reinhardt !» Il se redressa, comprenant qu'il avait manqué quelque chose. Tanneberger le regardait, toute la pièce le regardait. « Reinhardt, chef ? Je sais que vous êtes habituellement au fond de votre lit, à cette heure-ci. » Un ricanement général se propagea dans la pièce comme une vague venant lécher une plage de galets. « Mais peut-être voudriez-vous nous informer de votre affaire, puisque vous êtes le seul à avoir connu un tant soit peu d'excitation dernièrement. » « Oui, monsieur, j'ai répondu à « Devant, Reinhardt, avancez-vous » le coupa Gantz. Deux corps dans un immeuble du secteur américain, exposa Reinhardt en balayant du regard les rangées d'agents assis ou debout le long du mur du fond. Il sentait les regards magnétiques de Tanneberger et Gantz peser dans son dos. Il était nerveux, et sa langue vint fouiller le trou dans sa gencive, là où la Gestapo lui avait fait sauter une dent. Le premier a été trouvé en bas des marches, la nuque brisée après une chute apparente dans l'escalier, mais l'homme avait préalablement subi des violences. Lors de mon inspection de l'immeuble, j'ai découvert un deuxième corps. À première vue, celui-ci est mort d'asphyxie. L'appartement n'avait pas été dérangé, mais il y avait une tache de sang sur le mur, que je pense être celui de l'homme trouvé en bas. Le gardien de l'immeuble m'a informé que l'occupant, l'homme asphyxié, s'appelait Neuyel, mais je n'ai trouvé aucune pièce d'identité sur place. Le cadavre du rez-de-chaussée n'a pas encore été identifié. Les techniciens médico-légaux sont en train d'examiner l'appartement et le professeur Andres se chargera des autopsies. « Des théories, Reinhardt ?» l'interrompit Gantz. « Il est trop tôt pour le dire, mais j'ai une impression cependant. »« Oui ?» Le visage de Gantz ne trahissait aucune émotion. Le meurtre de Neuyel avait quelque chose de rituel. La façon dont son corps était étendu sur le sol, l'eau autour de sa tête, je pense, mais sans aucune certitude, que cela pourrait correspondre à quelque chose que j'ai lu ou entendu récemment. « Un rituel ?» répéta Weber. Sa voix était apathique, mais l'étincelle dans ses yeux venait démentir son apparente indifférence, tout comme le mouvement qui les agitait de gauche à droite à la recherche de soutien. Les hommes remuèrent, des têtes se levèrent, et l'air se densifia dans l'attente d'un affrontement.
Un rituel, confirma Reinhardt. Je pense qu'il serait utile de faire des recherches dans des dossiers similaires. S'il y en a, murmura Weber. Des pistes? Plusieurs. Le voisin de Noyel travaille de nuit. Je vais retourner l'interroger. Par ailleurs, M. Noyel sous-louait l'appartement à un M. Kessel. Nous devons le localiser et l'interroger. Autre chose? Demanda Tanneberger, les yeux baissés sur ses documents. Reinhardt savait qu'il le provoquait, qu'il cherchait à le ridiculiser, mais il ne pouvait y échapper, alors il poursuivit. Il y a un groupe d'enfants, probablement des orphelins, qui vivent dans les ruines en face de l'immeuble. J'ai réussi à leur parler. Ils disent avoir vu l'homme non identifié à plusieurs reprises au cours des derniers jours. Et, à mon avis, cet homme connaissait Noyel, avait rendez-vous avec lui ou bien le cherchait. Un rituel des suppositions, l'asticota Weber. À votre avis, vous croyez que... Il se peut également qu'ils aient vu l'assassin et ils m'en ont fait une description. Leur apprit Reinhardt, redoutant la question suivante. Et, argota Gans, tout ce qu'ils ont su me dire, c'est qu'il avait une démarche étrange. À en croire leur description, il pourrait s'agir d'un homme habitué au camouflage. Il portait ce qui ressemblait à une veste matelassée russe. Il y eut un silence, chacun considérant l'intérêt de voir un Russe présenté comme le suspect principal de ces meurtres. Un ancien combattant, à coup sûr, grogna Weber avec rage. Un officier, sans doute, marchant avec un bâton dans le dos ou gêné par des blessures causées alors qu'il défendait honorablement sa patrie. Des anciens combattants et des alliés, c'est parfait. Avez-vous contacté les services sociaux au sujet de ces enfants ? Demanda soudain Tanneberger. Non, monsieur. En avez-vous l'intention ? Non, monsieur. Pourquoi ? Tanneberger leva les yeux de ses papiers. Près de lui, Gans gardait une expression impénétrable, mais Reinhardt savait que ses pinaillages allaient finir par l'agacer. Je les mentionnerai dans mon rapport, mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes pour l'instant. Pour l'instant, le temps que nous nous concentrions sur cette enquête. Je suis surpris, Reinhardt. Je ne m'attendais pas à autant de rudesse de votre part. Peut-être que les Américains ne l'ont pas autant adouci que nous le pensions, fit Gans, reprenant l'initiative. La plupart des hommes sourirent comme ils étaient censés le faire, d'autres parurent mal à l'aise. Un rictus vint étirer la bouche de Tanneberger. Ce rapport, où en est-il ? Je dois le faire dactylographier et j'attends encore les conclusions de Berthold et d'Endres. Très bien. Remettez-le-moi dès que vous aurez terminé. Oui, monsieur. Il y a autre chose. L'homme non identifié m'a semblé trop bien habillé, trop bien nourri et trop propre pour être de Berlin. Ou alors c'est qu'il a des relations. Un silence plana dans la pièce. C'est-à-dire... Il pourrait y avoir une implication alliée, monsieur. Un mouvement agita les hommes. On entendit un grognement. Allié, répéta Tanneberger. Oui, monsieur. Qui ? Les Américains. Qui d'autre, bon Dieu, avec Reinhardt ? Marmonna Weber. Silence, gronda Gans. Reinhardt. Je n'en ai pas la moindre idée. Comme je l'ai dit, c'est une impression. Parce qu'il était bien nourri ? Et qu'on l'a trouvé dans le secteur américain. Avança Gans, les yeux exorbités ressortant de sa tête comme des cerises sur un gâteau. Pardon, qu'entendez-vous par là, Gans ? L'interrogea Reinhardt, piqué au vif. Vous prétendez que les gens du secteur américain sont mieux lotis que ceux des autres secteurs ? Le secteur soviétique, par exemple ? Des rires fusèrent, et Gans piqua un phare. Il s'apprêtait à riposter, mais Tanneberger le coupa dans son élan. « Assez, vous deux. Les MP américains ont été appelés ?
Reinhardt hocha la tête. Tanneberger le considéra d'une mine impassible. « Et ils n'ont rien eu à signaler. Ça ne me surprend pas. Ma foi, s'ils n'ont rien vu d'inquiétant, je ne vois pas pourquoi nous nous inquiéterions. J'en informerai Bleimeister, termina Tanneberger, faisant référence au chef adjoint de la police du secteur américain. Il échangea un regard avec Gantz, et un non-dit passa entre les deux hommes. L'un des enfants a signalé avoir vu des Polonais surveiller l'immeuble, ajouta Reinhardt après une hésitation. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir, ces Polonais étaient peut-être à la recherche de criminels de guerre. Les hommes restèrent silencieux. « Bravo, Reinhardt. Merci de nous mettre sur une enquête impliquant potentiellement les Alliés, » dit Gantz, dont la remarque fut accueillie par quelques rires. « Sans oublier, bien sûr, votre impression que ceci a déjà pu se produire. Donc, vous transmettez les informations sur les victimes aux autres commissariats et vous vous assurez que le commandement de la police militaire alliée soit également informé. Ensuite, vous allez vous reposer avant de reprendre votre service. Vous ne faites plus partie de l'équipe de nuit jusqu'à ce que tout ceci soit éclairci. Un peu de soleil ne vous fera pas de mal. Vous avez une gueule de déterré. » Reinhardt quitta le poste, étourdi par le manque de sommeil. Le soleil était levé et Berlin bien réveillé. Les rues étaient parsemées de passants, habillés de noir pour la plupart, bien que des touches de couleur apparussent çà et là portées par des femmes, en particulier les jeunes. La jeunesse pensait plus vite ses blessures et faisait davantage d'efforts pour se donner une apparence de normalité. À cette idée, il se sentit horriblement vieux. Il passa près de gens agglutinés devant les vitrines des quelques boutiques ouvertes et dans les files d'attente qui s'étendaient déjà devant les boulangeries et les boucheries. De rares voitures, pour la plupart des véhicules alliés, circulaient sur les routes principales dégagées, sur les bords desquelles les façades austères et éventrées des immeubles en ruine émergeaient de parterres de débris. Toutes les surfaces semblaient avoir été poncées, voire nettoyées, comme si l'on avait réduit les peintures et la maçonnerie en poussière. Aussi dantesques qu'elles fussent, ce n'étaient pas ces destructions qui lui tourmentaient l'âme tandis qu'il déambulait sous le regard vide des bâtiments. C'était l'impression que la ville était sourde et aveugle. Il n'y avait pratiquement aucun bruit. Pas de foule, pas de circulation. Et puis il y avait l'absence de vitres sur les fenêtres. Même si cette prise de conscience lui était venue sur le tard et que dans l'intervalle, il s'était débattu avec un sentiment de malaise que n'expliquaient pas les dégâts colossaux qu'avait subis Berlin. Il n'y avait ni lumière, ni reflet. Le verre ayant pour ainsi dire disparu, la lumière semblait mourir dans les profondes déchirures des décombres. Reinhardt ne savait rien du regard que portaient ses semblables sur leur ville, mais lui ne parvenait pas à s'habituer à ce nouveau décor, à détacher ses yeux de ce puzzle en miettes. La seule fois où le visage défiguré de la ville avait été masqué, c'était pendant l'hiver, quand la neige avait changé les ruines en cathédrale, enrubanant les murs éboulés de dentelles blanches. Il descendit Grunewaldstrasse et s'enfonça dans une bouche de métro à la station Bayerischer Platz. L'atmosphère sur le quai était froide et humide, saturée d'une odeur piquante de peau sale, de briques détrempées et d'eau stagnante. Un train finit par arriver, sa face avant jaune scintillant au milieu des usagers qui s'engouffrèrent dans les wagons. Reinhardt se faufila à l'intérieur, jouant des coudes et des jambes avec les autres passagers. Il se laissa porter au fond de la voiture, le regard perdu ailleurs, à une autre époque. Pas assez cependant pour ne pas sentir les petits doigts qui tentèrent de se glisser dans sa poche. Il resserra sa main sur le fin poignet et baissa les yeux vers un garçon, un pickpocket. L'enfant cligna des paupières sur son regard de glace, le visage tordu par une grimace. Reinhardt secoua la tête, leva un doigt pour lui faire signe de patienter, puis tira 2 lequis de son paquet qu'il lui tendit. Le garçon fixa les cigarettes avant de les lui arracher et de disparaître à l'ouverture des portes, à la station Kurfürstenstrasse. Reinhardt le perdit de vue presque aussitôt, lui souhaitant un minimum de chance dans ce monde en ruine où le crime avait atteint des niveaux jamais vus à Berlin auparavant.
vol, agression, viol, extorsion, marché noir, corruption. Tous les crimes que les esprits malveillants pouvaient imposer aux désespérés et pour lesquels ils pouvaient espérer s'en sortir, le plus souvent commis par des Berlinois contre des Berlinois, alors que les forces d'occupation étaient à l'abri de tout cela. Rares étaient ceux qui auraient osé s'en prendre aux Alliés, mais ils savaient que les Berlinois étaient prêts à tout, ou presque, pour s'attirer les faveurs d'un de leurs soldats, en particulier les femmes, les veuves et les jeunes, des femmes allemandes et des soldats alliés. Ils savaient que cela leur permettait d'obtenir de l'argent, du chocolat ou des cigarettes, tout en alimentant l'engrenage de la violence au sein des familles et des communautés. Les gens ne pouvaient s'empêcher d'observer de tels comportements avec condescendance et mépris. Le conservatisme ne faisait que se renforcer dans les moments difficiles. À période désespérée, mesure désespérée. Et ils savaient que certains hommes étaient poussés à des actes de brutalité face à ce que faisaient leurs femmes ou à ce qu'ils les soupçonnaient de faire. Rejeter ses échecs sur sa femme ou ses enfants, une autre tare ancestrale des hommes. Le train continua sa route vers l'est. Reinhardt descendit à Hallisches Tor pour remonter jusqu'à Bell Allianzplatz, où, en lieu et place des élégants édifices en arc de cercle d'avant-guerre, il ne restait rien d'autre qu'un espace vide, entouré d'un enchevêtrement de ruines. Il avait travaillé ici dans le passé, pour le bureau d'enquête criminelle, au numéro 5. Tout avait disparu. Il n'en restait rien. Et emporté par les mauvais souvenirs de cette époque, sans rien pour le retenir, il laissa ses pas l'entraîner inconsciemment loin des artères principales, le long du Landwehrkanal, où les défenseurs de Berlin avaient tenu l'un des 2 derniers bastions contre les avancées soviétiques. Il déboucha finalement dans une rue détruite et presque déserte, où un grand nombre d'immeubles avaient été réduits à l'état de gravats et de pierres. Les mots ne manquaient pas pour décrire ce genre d'endroit, mais une nouvelle langue, un nouvel alphabet était nécessaire pour mesurer l'étendue et les conséquences des dégâts causés à ceux qui y vivaient. Au milieu du vaste champ de ruines, des spirales de fumée s'élevaient par endroits des tas de débris, et du linge pendu à des fils distendus séchait mollement dans le vent, signe que la vie suivait son cours quelque part là-dessous. Des hommes et des femmes arpentaient les ruines, les fouillaient à l'aide de bâtons, se baissaient de temps en temps pour ramasser quelque chose et le placer dans un sac. Des enfants jouaient à chat, les plus grands sautant hardiment sur les décombres, les plus jeunes prenant garde à ne pas tomber. Les murs, qui tenaient encore debout, étaient couverts de messages désespérés à l'attention des familles et des amis, les informant de leur état de santé et de leur localisation depuis la fin de la guerre. Reinhardt fit halte devant l'entrée d'un des bâtiments, sur le porche duquel avait été griffonnée une multitude de messages et d'adresses. La voussure de la porte et quelques centimètres de mur de chaque côté, voilà à peu près ce qu'il restait de l'immeuble d'habitation qui s'était autrefois dressé ici. Il passa en dessous du porche et, ses semelles crissant sur le plâtre et les graviers, gagna l'emplacement d'un escalier de guingois coupé net dans un amas d'éclats de bois. Il leva les yeux vers les vestiges de l'immeuble, qui s'était effondré sur lui-même, puis s'engagea sur le tapis de ruines, sans but précis. Les chaussures couvertes de poussière, il laissa son regard errer sur ce spectacle de désolation, sur la pierre brisée et le bois noirci, sur les lignes droites et courbes, comme s'il cherchait quelque chose. Il se baissa à plusieurs reprises, attiré par une touche de couleur, un éclat de bois, passa les doigts dans la poussière qui recouvrait un morceau de tissu. Mais quelles que fussent ces trouvailles, il les laissa là, et quoi que ce fût qu'il cherchait, il ne le trouva pas. Après un moment, il épousseta un pan de mur et s'assit dessus. Il se pelotonna dans son manteau et alluma une Loki. Ses yeux allaient et venaient sans rien trouver, comme toujours. Mais il ne pouvait se soustraire à ce pèlerinage, à ce besoin de revenir chaque jour sur les lieux où il avait vécu, à l'endroit où il avait partagé sa vie avec Caroline, sa femme, et Friedrich, le fils que lui avaient pris les nazis, disparu sur le front de l'Est, à Stalingrad.
Quelque part sous ses pieds, enfouie sous les décombres, subsistait peut-être une trace laissée par sa femme, par sa famille, alors qu'il n'avait plus rien, désormais. Il se rappela la dernière fois qu'il avait vu Friedrich, avant qu'il ne claque la porte pour s'engager dans l'armée. C'était le jour de la mort de Caroline. Il s'était installé à la table de la cuisine et avait fait du thé dans cette théière bleue dont elle se servait toujours. Était-elle là, quelque part, enterrée sous les ruines? Quelqu'un s'était-il introduit dans leur appartement et, la voyant, s'en était-il emparé pour en faire usage? Un bon usage? Ce n'était rien qu'une théière, un ustensile en porcelaine acheté quelques marques dans un grand magasin de Berlin, mais il n'arrivait pas à en détacher ses pensées. Il resta là, à fumer, faisant durer sa cigarette. Il n'avait pas l'impression d'être observé aujourd'hui. Lors de ses dernières visites, il lui avait semblé ne pas être seul et, une fois même, il avait eu la certitude d'avoir vu passer une ombre. Mais il venait généralement de nuit et il n'aurait pu jurer que quelqu'un s'était trouvé là. Dans des endroits tels que celui-ci, et perdu dans ce genre de pensée, on pouvait entendre et imaginer n'importe quoi. Une fois sa cigarette terminée, il retourna dans la ville réveillé, sans se presser, repoussant du pied tout ce qu'il ne voulait pas voir traîner dans la rue. Le soleil était bas à l'est et un rai de lumière se découpait au milieu de la chaussée. Comme la lune, ses rayons éclairaient des zones qu'il n'aurait jamais dû éclairer, s'insinuant avec insolence à travers les ruines. Il prit la ligne C de Luban en direction du sud jusqu'à Paraderstrasse, non loin de l'aéroport de Tempelhof. Une file d'enfants escortés par des nourrices suédoises serpentait 2 par 2 dans la rue, sans doute en chemin pour le petit déjeuner à l'école. Reinhardt passa la tête dans une ou 2 boutiques, mais les rayonnages étaient vides là où il n'y avait pas de queue, ou le deviendraient là où des queues s'étaient formées. Un homme le heurta en sortant d'une boucherie, et il vit un bout de viande aplatie dépasser du morceau de papier gras qu'il tenait au creux de la main. L'homme inclina la tête en signe d'excuse et serra son achat contre sa poitrine. « Y a de la viande ?» demanda Reinhardt. « Si on peut appeler ça comme ça ?» répondit l'autre, affichant un sourire automatique. « Vous savez ce qu'on dit, hein ? La paix sera là quand le boucher vous demandera s'il peut vous proposer 100 grammes de plus. Ou quand ils augmenteront les portions de poisson dans le seul but de se débarrasser du papier qui sert à l'emballer. » Sur le trottoir d'en face, Reinhardt repéra un petit groupe de gens devant l'entrée d'une ruelle. Jetant un œil par-dessus les badauds, il vit une femme, probablement une fermière qui vendait des produits qu'elle transportait dans une valise. Il se fraya un chemin dans la foule, indifférent au regard menaçant que lui lança l'homme qui se tenait devant la fermière, un bâton de fer à la main, et troqua quelques cigarettes contre 6 œufs, un peu de jambon et un petit pot de crème. Tout le monde le dévisagea alors qu'il prenait ses articles, richesse que peu de Berlinois pouvaient encore s'offrir. Il garda un œil sur eux pour s'assurer que personne n'allait chercher à le suivre pour le voler, puis prit place au fond d'un tram qui le ramena chez lui. Il se sentait épuisé, mais son esprit s'apaisa alors que les immeubles en ruine commençaient à s'espacer derrière les vitres. À mesure que le tram avançait, les zones détruites se raréfièrent et les bâtiments rétrécirent pour devenir des maisons alignées sur de petites parcelles, l'un des derniers vestiges peut-être de la vision que la République de Weimar se faisait de Berlin en tant que cité-jardin, ensemble d'habitations individuelles et d'espaces verts. Il sortit du tram et descendit une petite rue tranquille jusqu'à une maison à la façade blanche et au toit de tuiles rouges dont il ouvrit la porte. Tout était calme à l'intérieur, et malgré la guerre et le dénuement, il flottait dans l'air paisible une forte odeur de cire et de bois, ainsi qu'un parfum de vieilles étoffes. Quelque part, une horloge tic-taquait sans relâche. Dans la cuisine, à l'arrière de la maison, le soleil entrait à flots à travers les hautes fenêtres, ses rayons obliques filtrés par les feuilles des plantes qui s'alignaient sur leurs rebords. Une vieille dame était assise derrière la table, une tasse dégageant une odeur de menthe et un journal plié en 2 devant elle. Il retira sa casquette et entra. Elle leva les yeux vers lui, et un soupçon de surprise se peignit sur les lignes austères de son visage.
Bonjour, Madame Meissner. Bonjour, Grégor, répondit-elle. Voulez-vous du thé? Non, merci. Si elle proposait du thé, c'est qu'il n'y avait rien à manger. Il posa ses achats sur la table. Meissner resta imperturbable, mais cligna des yeux en faisant l'inventaire des denrées. Les rations étaient très maigres. Quant au salaire de Reinhardt, bien que correct, il ne lui rapportait pas suffisamment pour pouvoir s'aligner sur les prix du marché noir. Sans ses cigarettes et sans la générosité de ses amis américains, il aurait été beaucoup moins bien loti. Tout ce qu'il me faut, c'est du repos, mais je vais d'abord aller inspecter le jardin. C'est fait, dit-elle, il ne manque rien. Reinhardt ôta son manteau en montant l'escalier, puis ouvrit la porte de sa chambre. Il faisait sombre, les rideaux étaient tirés. Seul le bruit d'une respiration lente se faisait entendre. Il abandonna son manteau au pied de ce qui lui tenait lieu de lit, un matelas d'enfant posé sur des caisses de munitions vides, puis fit de même avec sa veste et sa cravate. Il s'assit et retira ses chaussures avec ses pieds. Il resta là, les coudes sur les genoux, piquant du nez, avant de battre des paupières pour balayer la pièce du regard. Brouwer dormait dans un coin, roulé en boule comme un chien. Reinhardt l'observa longuement, puis s'étendit sur son lit dans un long soupir, une main posée sur son genou brûlant. Les yeux rivés au plafond, il écouta le souffle rauque de son plus vieil ami. Son estomac gargouilla et Reinhardt se retourna dans un craquement de bois. Brouwer, peut-être réveillé par le bruit, cria dans son sommeil en se débattant. Reinhardt redressa la tête et vit son ami ouvrir les yeux, mais il savait qu'il n'était pas réveillé. « Ce n'est pas notre guerre, pas vrai ?» grogna-t-il. « Pas vrai? Alors pourquoi ?» Reinhardt traversa la chambre et alla poser une main sur l'épaule de Brouwer, dont il sentit l'haleine chargée d'alcool. Il le fit rouler sur le côté et murmura « Non, ce n'est pas notre guerre. » Il patienta quelques secondes, sa main sur l'épaule de Brouwer, si maigre sous ses doigts. Puis il retourna se coucher en silence. Il ne s'endormit pas tout de suite, à l'écoute de la respiration de son compagnon de chambrée. Puis, après un moment, il finit par sombrer lui aussi dans le sommeil. Les Feldjäger se tenaient alignés sous un soleil brûlant, au milieu d'un champ d'herbes vertes. C'était un bon endroit pour en finir, selon Reinhardt, tout comme les Américains qui leur faisaient face, eux aussi alignés en rang, étaient les bonnes personnes pour en finir. Il regarda le général s'avancer devant les Feldjäger. Face à lui, un général américain l'imita. La fin. Enfin. Le général salua l'Américain et reçut un salut en retour. Il se tourna vers ses hommes et passa les Feldjäger en revue. 2 Allemands sortirent du rang, dont le colonel Scheller. Quelques mots furent échangés, puis Scheller longea le rang en direction de Reinhardt, qui se tenait, avec Leiner et Benfeld, auprès des autres combattants arrivés de Bosnie sur ce champ du sud. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.